Fort Hercule, ça claque comme nom. Bon après, pour être honnête, c'était ni le nom du bled à son origine, ni aujourd'hui. Non, aujourd'hui on va essayer de retracer l'histoire de Monaco, hein, ce rocher situé vaguement quelque part dans le sud de la France, que tout le monde connaît pour sa famille princière, ses casinos, son équipe de foot, sans trop savoir ce qui s'y passe. Est-ce que c'est un pays, une partie de la France, les deux? Eh ben, bonne question. Monaco, c'est un royaume de 2 km², soit 10 fois plus petit que Disneyland Paris, et à peine plus grand que le Vatican qui est déjà l'état le plus petit du monde. Mais du coup, comment ça se fait que ce micro-royaume paumé sur la Côte d'Azur fasse autant parler de lui? C'est valable aussi pour le Vatican, d'ailleurs. Enfin, même si c'est pas sur la Côte d'Azur, ça mériterait peut-être une vidéo, moi j'en sais rien. Dites-le moi si vous voulez voir une vidéo là-dessus dans les commentaires. Non, je vous passe les bails de peuplement à partir du néolithique, hein, je pense que ça fonctionne un peu pareil pour partout. Alors, mais l'histoire du rocher commence vraiment au Moyen-Âge, plus précisément en 1297. Ancien port d'escale pour les Grecs ou encore les Phéniciens, Monaco a été sous occupation romaine, sarrasine puis ligure. Pour au final être prise par François Grimaldi, aussi appelé François à la Malice. Je prends 2 secondes pour vous raconter la supposée prise de la ville par Francky. Bon, je dis supposée parce qu'on les connaît les histoires de l'époque, hein, c'est toujours des trucs de fous, mais c'est raconté par les mecs eux-mêmes. Hein. Moi aussi, je peux dire ce que je veux si personne va vérifier après. En gros, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1297, le gars Francisco rentre dans la forteresse qui avait été construite sur le rocher de Monaco, avec un pote à lui déguisé en moine. Enfin, les deux sont en moine, pas juste son pote. Alors, bref, une fois à l'intérieur, il ouvre les portes à son armée façon cheval de Troie et ils prennent la ville. Mais bon, en vrai, ils finissent par se faire kicker et les Grimaldi s'installent en Provence le temps d'eux. Francisco va obtenir le titre de seigneur de Monaco en 1314 et il commence à vraiment régner sur le bled à partir de 1331. Mais Monaco ne verra ses dirigeants passer de seigneur à prince qu'au XVIIe siècle. Princes qui devront quand même répondre au roi de France. Bref, ensuite vient la Révolution française, Monaco est rattaché à la France, puis regagne son indépendance avec le traité franco-monégasque en 1861, signé par Napoléon III. Ça y est, les mecs sont libres et indépendants de faire ce qu'ils veulent. C'est là que l'histoire qui nous intéresse vraiment commence. Monaco est un pays indépendant, avec ses propres lois. Et notamment une loi qui diffère énormément avec les lois françaises de l'époque, les jeux d'argent étaient autorisés à Monaco. Et là, les fonds vont commencer à rentrer très vite. Monaco a toujours une place ambiguë aujourd'hui. Tout d'abord, comment c'est dirigé? On l'a dit plus tôt, Monaco est une monarchie constitutionnelle et héréditaire, dirigée par un prince de famille royale, donc Albert II. Au moment où j'écris cette vidéo, on sait jamais. Mais la partie constitutionnelle de monarchie constitutionnelle est quand même importante. Il y a un gouvernement à côté pour aider à gérer les bails, avec à sa tête un ministre d'État. Alors, autant le Conseil national, l'équivalent du Parlement, enfin ceux qui exercent le pouvoir législatif, quoi, est élu au suffrage universel, autant lui est choisi par le roi. Et la petite particularité de ce ministre, c'est que jusqu'en 2005, il devait être de nationalité française, choisi parmi une liste de hauts fonctionnaires proposés par le gouvernement français. Bon, depuis 2005, ça va, il peut être français ou monégasque. Depuis le 15e siècle, Monaco et la France entretiennent des liens très forts. La principauté a même fait partie de la France pendant un moment, comme on l'a dit plus tôt, sous le nom de Fort Hercule. Je vous en dirai un peu plus là-dessus à la fin de la vidéo, donc restez. Le traité franco-monégasque de 1918 dit que la France garantit l'intégrité du territoire monégasque comme s'il faisait partie de la France. Elle s'engage à le défendre, ce qui exclut toute possibilité d'incorporation. De son côté, le gouvernement princier s'engage à exercer ses droits de souveraineté en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France. La limite entre les deux est parfois très fine, entre pays indépendants et semi-protectorat qui gèrent quand même pas mal de choses de concert avec la France. Et ça peut mener quelquefois à des situations assez cocasse. À Monaco, on compte 34 banques différentes pour 38 000 habitants, dont seulement 9 000 ressortissants monégasques. 34 banques différentes, pas 34 agences. Et c'est 11 de moins qu'il y a 2 ans, suite à la levée du secret bancaire par l'Union européenne, dont Monaco ne fait pas partie, malgré le fait que leur monnaie soit l'euro. Proximité avec la France, tout ça. D'ailleurs, leur monnaie d'avant, avant l'euro, c'était le franc monégasque, indexé sur le franc français. Du coup, un franc français, ça faisait un franc monégasque. Voilà. Bref. Jusqu'à présent, les banques monégasques ne divulguaient pas le nom de leurs clients, ou toute autre information relative au compte sur place, ce qui est quand même plutôt pratique quand tu veux planquer des thunes. Si tu rajoutes à ça l'absence d'impôt sur le revenu, ça rend le tout très attractif pour quiconque détiendrait pas mal d'argent, pas forcément obtenu de manière très légale et qui voudrait pas qu'on aille foutre le nez dans ses comptes. D'ailleurs, en 2009, l'OCDE a publié 2 listes de pays considérés comme des paradis fiscaux. Un endroit où il fait bon planquer ses thunes, quoi. La liste noire, les pays ne coopérant pas du tout pour rendre plus transparente leur fiscalité, où ne figure plus à ce jour que Trinité et Tobago.
Et la liste grise, on va trouver les pays en voie de repentance, on va dire. Et justement, Monaco est passé de la liste noire à la liste grise avec une légère ouverture vers l'extérieur. En 2016, après un coup de pression de Bruxelles, la principauté a donné 2 ans aux banques sur place pour rendre accessibles les informations liées aux détenteurs de comptes chez eux. Bon, après, c'est un peu un mi-cuit, hein. Ces infos ne sont rendues publiques pour les grandes entreprises, par exemple, que si les bénéficiaires représentent au moins 25% de la structure. En gros, il suffit d'avoir 5 associés dans sa boîte et on garde son petit anonymat bancaire au KLM. Mais on dirait que ça suffit quand même à en faire stresser quelques-uns, vu qu'on est passé de 55 banques sur le territoire à 34 depuis cette annonce. Et il reste encore pas mal de taf pour sortir définitivement de la liste grise et ne plus être considéré du tout comme un paradis fiscal. La France n'a jamais vraiment rien fait pour endiguer le problème. Et la partie rigolote de l'histoire, c'est que c'est Pierre Moscovici, ancien ministre de l'économie et des finances français, qui pendant son mandat au gouvernement français n'a rien vraiment pu faire sur la question, se montre le plus insistant depuis Bruxelles sur cette transition vers plus de transparence des paradis fiscaux. Et notamment Monaco. La situation évolue tout doucement, mais cette petite cité-État posée en pleine France, qui noue des liens très étroits avec cette dernière, n'a pas fini de faire parler d'elle. Enfin bref. Et oui, attendez, il y a le bail de Fort Hercule encore. Pas que ça devienne une habitude de lâcher des anecdotes en fin de vidéo comme ça, hein, mais à Skip, pendant ses 12 travaux, Hercule, bon je vais pas vous expliquer qui est Hercule, hein, si vous voulez, il y a Manon Bril qui explique ça très bien, si jamais la mythologie vous intéresse, allez voir sa chaîne, c'est super intéressant, je vous mets le lien juste après. Serait passé par là, et quand le coin est passé sous occupation française, ben, ils l'ont renommé Fort Hercule. Voilà. Oui, bon, c'était juste ça l'histoire en fait. C'est un peu comme vers là où j'habitais avant, il y avait un pont qui a été renommé le pont Jeanne d'Arc, comme beaucoup de trucs dans la région. Après que cette dernière soit supposément passée dessus. Ah, heureusement qu'il n'y avait pas de toilette publique à l'époque. Bon, tu connais la routine, hein, abonne-toi, clique sur la petite cloche, lâche un like, va sur Tipeee, parce que ça aide beaucoup la chaîne mine de rien, et puis ben, à la prochaine.